un appel. Il est encore resté en prison jusqu'à ce qu'il soit définitivement acquitté. Donc ça a été une bataille difficile que tout le monde a suivie. Après ça, il s'est retranché à Bruxelles et depuis Bruxelles, il a demandé à rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le pouvoir a accepté que Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire. C'est au vu de sa combativité. On ne pouvait pas comprendre qu'un chef d'État, un ancien chef d'État, aille faire le rang pour obtenir un simple passeport. Et Laurent Gbagbo l'a fait. Et tout ça a mis le pouvoir mal à l'aise pour lâcher prise sur la question du passeport. Sinon, personne n'était pour que Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire. C'est son propre combat qui l'a rendu, qui a fait qu'il est rentré dans son pays. Quand il est arrivé aussi, l'instrument politique qui était le sien, parce que même s'il ne dirigeait plus en tant que président, mais tout le monde savait que c'était un instrument qui était à sa disposition. Mais malheureusement, là encore, il ne pouvait pas disposer de cet instrument tel qu'il souhaitait. Il a été obligé de faire des mesures de contournement en créant un nouveau parti politique. Voilà, pour éviter justement une guerre fratricide inutile avec ses propres camarades. Voilà, c'est pour dire que Laurent Gbagbo est foncièrement un homme de paix qui ne veut pas vraiment de difficultés inutiles en Côte d'Ivoire avec qui que ce soit. Dans cette démarche, Laurent Gbagbo peut se tromper. C'est un être humain. Voilà, donc, vivement que tous ceux qui lui reprochent beaucoup de choses puissent prendre aussi de la hauteur. Laurent Gbagbo a beaucoup subi depuis ces derniers moments à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé était d'une extrême gravité. Et pourquoi on pense que Gbagbo Laurent reviendrait encore des griffes de ceux qui l'ont déporté, revenir encore pour, bien entendu, pour être mis en difficulté par qui que ce soit par rapport à ce qu'il veut bien. Donc, il a pris ses responsabilités, il a créé un parti politique. Les autres camarades continuent de diriger l'ancien parti. Et bien avant même que cette situation de scission se fasse, déjà, certains anciens camarades et sympathisants proches du président Laurent Gbagbo avaient aussi créé le COJEP, qui était un mouvement de soutien. Voilà, c'est pour dire que Laurent Gbagbo a, à un moment donné, estimé que, bon, tout le monde se débat pour jouer sa propre carte. Et il ne pouvait pas forcément compter sur les instruments parce qu'à partir du moment où il n'est pas associé pour prendre cette décision et que des entités se créent tout autour de lui, il ne pouvait chercher qu'à avoir un contrôle minimum sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a créé le PPACI. Donc, maintenant que le PPACI est créé et qu'il fallait du temps pour faire l'implantation, créer la chose formellement, faire toutes sortes de choses, maintenant il a le temps de parler sérieusement avec d'autres entités avec qui il souhaite aller de l'avant. Et les entités naturelles qui sont autour de lui, c'est le COJEP, c'est le MGC, c'est LIDER, c'est le Front populaire ivoirien. Parce que c'était des camarades. Donc moi je pense qu'il faut comprendre la démarche du monsieur. C'est une démarche de paix. Voilà, donc, si aujourd'hui, vu la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, avec la gestion du pouvoir de Alassane Ouattara, nous avons tous constaté qu'il y a de graves problèmes en Côte d'Ivoire, parce que le bilan d'Alassane Ouattara, il est extrêmement nul.
et qu'entre-temps, Laurent Gbagbo a estimé que, vu ce bilan, il faut qu'on se mette ensemble pour que la souffrance des Ivoiriens s'arrête. Je pense que tous ceux qui étaient les anciens camarades, qui étaient ses anciens collaborateurs, ils doivent être attentifs à cet appel. Voilà, parce que ce pourquoi ils ont interrompu le pouvoir Gbagbo, c'était parce que foncièrement, les gens savaient qu'on voulait remettre en cause bien des choses pour effectivement prendre en compte que l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, cet appel est lancé. Je pense que, objectivement, de façon prompte, les camarades doivent être regardants, quelles que soient les difficultés qu'il peut y avoir avec Gbagbo Laurent. Ils doivent être regardants pour que, bien entendu, on s'asseye pour discuter. Il a fait cet appel au grand jour, voilà, justement pour dire aux uns aux autres que j'ai compris l'appel du peuple. Beaucoup ont souhaité qu'on se réunisse. Bien, je suis disposé, en tant que votre leader naturel, à ce qu'on s'asseye pour discuter. Donc, il faut que les uns et les autres le comprennent ainsi. Il faut surtout éviter de banaliser cet appel et faire un effort pour qu'on aille à l'union. Parce qu'en la réalité, comme je l'ai dit dans le fond, rien ne nous divise fondamentalement. Rien ne nous divise. Est-ce que quelque chose divise le président Laurent Gbagbo avec Charles Blé Goudé? C'est quoi exactement? Voilà, pour que Charles aille créer un parti politique. Donc, autant je pense, ce qu'il pouvait reprocher à Finguessa, c'est la même chose qu'il peut reprocher à Charles. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, parce que à Finguessa, au moins, il a voulu conserver l'instrument. Donc, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose. Mais la création du COJEP est motivée par quoi exactement? À ce jour, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Le MGC, bien entendu, est sorti lui aussi du rayon du président Gbagbo. Et je pense que à ce niveau aussi, ça peut être canalisé parce que le président Gbagbo et Simone Veil ont travaillé longtemps. Il y a beaucoup de choses qui lient Simone Veil Gbagbo et Laurent Gbagbo lui-même. Beaucoup de choses lient Afi N'Guessan et Laurent Gbagbo. Parce que le premier ministre Afi N'Guessan, déjà à l'époque, il a été directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo jusqu'à devenir son premier ministre. Afi N'Guessan a été mis à un niveau extrêmement important. Aucun président ne peut faire mieux que Laurent Gbagbo. Ce qui peut lui rester à être aujourd'hui, c'est être peut-être être vice-président de la République. Mais est-ce qu'un poste de vice-président de la République aujourd'hui est suffisamment conséquent que celui de Premier ministre? Voilà, donc je veux dire que beaucoup de choses lient Afi N'Guessan et Gbagbo Laurent. Voilà, donc de ce côté, moi je pense que ceux-là sont disposés à faire de la politique. Là où il y a mon inquiétude, c'est tous nos camarades qui beaucoup étaient militants, beaucoup étaient sympathisants, qui sont partis avec Charles. Or, Charles n'a pas véritablement milité avec nous. C'est à ce niveau que je m'inquiète en fait. Donc, il faut que tout le monde comprenne que cet appel de Benoît-là, il faut que tout le monde réponde favorablement. Alors, ça ne sert à rien que des amis soient entraînés dans des choses qui ne pourront pas longtemps contrôler. C'est pour ça que je souhaite que, surtout au niveau du COJEP, que tous les camarades qui sont avec Charles puissent continuer de lui parler pour que ce frère-là ne fasse pas une déviation qui va être très difficile pour nous tous.
Parce qu'on n'a pas l'intention de mener une bataille avec des anciens camarades avec qui nous étions. Là où un parti va se créer sur les cendres de nos sympathisants et militants, il ne faut pas qu'on pense que cette bataille ne va pas être menée. Elle sera menée. Pour le moment, elle est encore à un stade de reconnaissance de terrain. Mais à un moment donné, ça va être très difficile. Voilà, donc il faut que tout le monde se retrouve. Parce que le pays il est en lambeaux, nous avons le devoir de le recadrer. Et c'est pour ça que je suis surpris vis-à-vis, au vu de ce tableau qui est tant sombre, que on puisse être dans du dilatoire, à penser que parce qu'on cherche à se réunir, on serait des extrémistes, des gens de violence. Le président Gbagbo n'a jamais été violent, tout le monde connaît ses pratiques politiques. La constitution ivoirienne donne un cadre pour que les partis politiques s'expriment. Il n'y a pas de raison, c'est ce qu'on veut faire. Il ne faut pas que les gens puissent, parce qu'ils ont envie d'implanter leur parti, jeter l'opprobre sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui est foncièrement un homme de paix. Si Laurent Gbagbo n'avait pas conduit la situation de crise en 2002 comme un homme de paix, aujourd'hui la Côte d'Ivoire serait peut-être certainement comme la Libye. Voilà, donc il faut que les uns les autres se calment et qu'ils comprennent que nous avons le devoir de sauver la Côte d'Ivoire. Parce que le tableau que nous voyons, malgré toute cette autosatisfaction du clan Ouattara, moi je dis que le tableau de la Côte d'Ivoire, il est très sombre. Il est sombre. En 15 ans de gouvernance, qu'est-ce qu'on a vu fondamentalement? Alassane Ouattara allait réaliser des choses qu'il n'a pas promis à la population. On fait des ponts, on fait des routes qui se dégradent. 6 mois plus tard, il faut reprendre encore dans les mêmes investissements. Ce n'est pas ce que Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens. Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens des maisons, l'école gratuite, la santé gratuite et bien de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, la santé est gratuite en Côte d'Ivoire? Ou simplement même aller se faire consulter dans un dispensaire, les gens doivent payer. Les gens, ils doivent payer dans les dispensaires. Ça casse aujourd'hui des maisons partout, dans toute la ville d'Abidjan. C'est ça qu'il avait promis aux Ivoiriens. Ce n'est pas ça qu'il a promis aux Ivoiriens. Ce n'est vraiment pas ça qu'il a promis aux Ivoiriens. Tout ce désarroi, toutes ces images viennent à l'international. Quand on regarde, c'est notre pays, vraiment, il est défiguré. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays avancé pour qu'on pense qu'on ne peut pas encore avoir des bidonvilles. Il y a d'abord des besoins primaires qu'il faut satisfaire. L'eau, l'électricité, l'école, la santé. Rapprocher tout ça des populations dans un premier temps. Quand on a fini de faire tout ça, on peut se permettre d'embellir, créer l'emploi. Aujourd'hui, il faut renforcer les entreprises qui construisent des maisons parce que ce sont des pans entiers de l'économie qui ne sont pas suffisamment développés chez nous. Quand tu arrives dans le Maghreb, un pays comme l'Égypte, mais la construction, ça fait partie, un pays comme la Tunisie, la construction, ça fait partie d'une activité réelle. Aujourd'hui, si les structures de construction sont vraiment développées en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison qu'on ne commence pas à construire de nouvelles villes. On peut construire au moins 5 nouvelles villes pour désengorger Abidjan. Ça construit des ponts, ça se réjouit de ça. Comme les gens ne sont pas habitués à sortir, peut-être. Bon, on a eu la petite chance de sortir. Ils nous ont malmenés sur le terrain. On a quitté là-bas en catastrophe. Ils ont pensé qu'on nous tuait. Oh, ils étaient en train de nous sauver. Voilà, donc, je n'ai vraiment aucune rancœur, mais je dis, quand tu as été à l'extérieur, tu te demandes ce que c'est, tout ça. Voilà. En 10 ans de présence en Europe, j'ai vu l'Italie, j'ai vu la Suisse, j'ai vu la Belgique, j'ai vu l'Allemagne.
je connais la France. Je pense qu'il y a absolument rien sur nos tropiques qui puisse vraiment faire bouger les choses. Il faut penser à la situation de la population. L'activité agricole est à quel niveau? Ils sont venus détruire expressement les véhicultures. Là où tout était bien structuré, les agriculteurs pouvaient aujourd'hui se comparer comme des fonctionnaires. Tout le monde avait commencé à faire son champ. Nous tous, on a dû courir pour aller faire au moins un champ. Aujourd'hui, là, ils ont détruit les véhicultures. Le cacao devient quoi? Il a fallu que tout le monde commence à parler pour que le prix monte à 1500 €, à 1500 francs CFA. Voilà, donc, il ne faut pas se blaguer. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire dans le gouffre et ça va être difficile pour s'en sortir. Parce que tout cet argent qui a été emprunté, qui a été pris à l'extérieur, si tout cet argent a vraiment été mis pour le développement de la Côte d'Ivoire, on aurait fait un grand bond en 10 ans. On aurait fait un grand bond. Mais aujourd'hui, il a 15 ans de gouvernance du pays. On aurait fait un grand bond. S'il avait consolidé la politique de régionalisation, de décentralisation, en injectant réellement de l'argent dans les conseils régionaux, en mettant 20 milliards, ne serait même pas un, pour 32 régions, le pays aurait été construit de façon harmonieuse à l'intérieur. Les gens n'allaient même pas être en train d'être emmerdés pour forcément chercher à vivre à Abidjan. Je dis que des pays comme l'Égypte, ça construit des villes nouvelles. On se réjouit de quelques 4 ponts, 2 ponts par-ci par-là, mettre la population dans le désarroi et les gens, ils sont là, ils applaudissent et Alassane Ouattara travaille. Il endette le pays. En même temps qu'on endette le pays et les ressources même du pays, ça sert à quoi? Les ressources même du pays servent à quoi? La Côte d'Ivoire est première en cacao. La Côte d'Ivoire a du pétrole désormais. On a du caoutchouc. On a du coton. On a l'acajou. On a un peu de tout. On a la mer, la pêche qui est là. On a un port conséquent qui sert toute la sous-région. Ce n'est pas des ressources qui manquent en Côte d'Ivoire. Cet argent sert à quoi? Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau en dehors des ponts? On parle de la situation des parents, de la population paysanne. Parce que les plus nombreux en Côte d'Ivoire, ce sont ceux qui sont ce sont nos parents qui sont au village. Ce n'est pas forcément ceux qui sont à Abidjan. Donc, franchement, il faut qu'on se ressaisisse. Nous qui voulons faire la politique, il faut qu'on se ressaisisse parce que notre pays court tout droit dans le mur. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a fini par dresser tous les pays qui sont dans la sous-région contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal? Le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, tous ces pays avec qui on avait créé même le Conseil de l'attente en son temps, aujourd'hui là où on en est à les rapports. Puis les communautés, Ouattara commence maintenant à dresser les communautés contre les communautés. Aujourd'hui, là, tu vois sur si tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des panels, les Ivoiriens qui passent le temps à insulter tous les gens de la sous-région, des gens qui sont en proie à une guerre contre le terrorisme qui est alimenté par des Arabes. Des Arabes qui continuent de tuer des Noirs en Afrique subsaharienne et on est content. On n'est pas en mesure de prendre des mesures fermes pour qu'on puisse contribuer de façon efficace à cette guerre. Ces temps-ci, j'ai entendu dire que en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara aurait géré les avoirs de près de 26 personnes, je ne sais pas, de ces pays machin. C'est pas ça. Quand tu as fini de geler, tu as fait quoi? Arrête-les et estrade-les dans ces pays-là. Ils vont les s'expliquer avec leurs parents.
Voilà, donc franchement, notre pays est dans la merde. Ne vous contentez pas de la tranquillité, l'amusement éternel des Ivoiriens pour penser qu'on parle de paix. Vous parlez de paix avec qui? Alassane Ouattara? Vous parlez de paix avec qui? Alassane Ouattara n'a jamais été un homme de paix. Il ne connaît que les rapports de force. Quand je vois mon frère Blé qui parle désormais, on ne sait même pas où on nous amène. On ne peut pas démissionner à ce point. On ne peut pas démissionner à ce point. Ce n'est pas ça qui te caractérise, frère. On n'a pas dit de faire la guerre. Mais nous devons faire l'opposition pour espérer reprendre le pouvoir d'État. Faire une opposition, tu fais une opposition. On ne peut pas faire une opposition et être en train de caresser dans le sens voulu du pouvoir en place. Ce n'est pas possible. Tu prétends que tu fais la paix. Tu fais la paix avec qui? Ceux qui doivent être le moteur de la paix en Côte d'Ivoire, c'est le parti au pouvoir. Ce n'est pas l'inverse. Donc, vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Quand je vois aussi les agissements de notre nouveau leader du PDCI-RDA, c'est bien beau de vouloir jouer l'opposant suffisamment moderne et tout ça, mais on n'a pas affaire à un pouvoir moderne. Hein? En Côte d'Ivoire, il faut bien te préparer, M. Thiam. Il faut très bien te préparer. Parce qu'Alassane Ouattara, il a eu son pouvoir dans des difficultés qu'il a créées lui-même, mais qui sont vraiment des difficultés dangereuses qu'il a lui-même éprouvées suffisamment. Donc, son pouvoir, là, il ne va pas le donner à quelqu'un comme ça, cadeau. Ressaisissez-vous. Ah non, on ne peut pas faire l'opposition avec telle personne, on ne peut pas faire l'opposition à telle personne. Alassane Ouattara a gouverné ce pays, c'est les gens que vous prétendez détester, vous. Vous êtes dans l'opposition, et c'est vous qui détestez des gens qui l'ont aidé à devenir président de la République. Est-ce que ce que vous dites, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Personne n'est là pour défendre. Soro Guillaume est suffisamment grand pour se défendre. Mais nous disons qu'en Côte d'Ivoire, on a vraiment besoin que tout le monde soit mis ensemble. Vous pensez que Soro Guillaume est suffisamment infréquentable par rapport à Alassane lui-même? Attendez. Il faut pas berner le peuple. Il ne faut pas berner le peuple. Il ne faut pas berner le peuple. Et la Côte d'Ivoire, vous qui voulez être président de la République, la Côte d'Ivoire, la Constitution, vous oblige, quand vous serez président de la République, de vous occuper de tous ces gens, fut-ils des rebelles. Parce que quand on est président, on n'est pas seulement là que pour ses partisans. Hein. On est là pour ceux qui sont des crânes brûlés aussi, pour des prisonniers aussi, même pour les morts. C'est quand quelqu'un décède, il faut encore continuer de faire encore des pièces et tout ça. Et tout ça est encadré par la loi. Donc même pour les morts, vous serez président. Vous ne pouvez pas être là en train de faire non, je ne peux pas m'afficher à telle personne parce que si tu marches à n'importe quoi va t'arriver. Mais attends, vous avez marché avec Soro Guillaume mais n'importe quoi vous était arrivé. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Parce que tout ce que vous faites, c'est fait de telle sorte à décourager même la grande population. Il y a les hommes politiques en Côte d'Ivoire, les gens sont inconséquents. Ce tableau noir d'Alassane Ouattara où aujourd'hui le pays est pratiquement divisé en deux. Tous les partis politiques ne peuvent même pas faire mouvement au nord. Vous avez combien d'élus là-bas? Ça, c'est un bilan, ça? Les réalités sociologiques en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de dérèglement de l'équilibre sociologique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un bilan. Aujourd'hui, l'armée active de la Côte d'Ivoire, c'est 80% des gens du Nord. Ça veut dire que même que c'est un pays instable qui est préparé. Parce que si une personne autre que des gens de leur clan passe au pouvoir, mais ce pouvoir est susceptible d'être poussé.
pensez qu'il y a des problèmes sérieux qu'on ne peut pas régler en Côte d'Ivoire? Au lieu de faire de l'opposition, vous pensez que vous allez caresser Alassane Ouattara dans le sens du poil? Mais vous rêvez, hein? Vous rêvez, hein? Alassane ne connaît que les rapports de force. Ce n'est pas un homme de paix, hein? Lui, ça ne lui dit rien du tout. Tout ce que vous faites là pour plaire, Charles Blé Goudé qui passe ici, ah non, 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 espérant qu'on va lui lever peut-être, donner une possibilité pour lui lever ou donner une loi d'amnistie pour lui. Ça fait combien de temps que tu es rentré en Côte d'Ivoire? Même tes avoirs ont été gelés jusque-là. Ça, c'est les attitudes des gens avec qui il faut être rentré de rire. Laurent Gbagbo vous appelle pour qu'on crée des conditions pour aller à une élection juste, transparente. Une élection qui obéit vraiment aux règles. Vous passez là, partout, en train de raconter toutes sortes de choses. Il faut arrêter, à un moment donné. Voilà, donc, camarades, vraiment, c'est pas encore tard. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que là où vous avez encore la possibilité de vous réunir, comme pour la plupart vous avez dit, quand le président a envoyé le ministre Dano Guégué aller vous rencontrer pour parler, vous avez dit que vous avez pris acte. Il fallait vraiment qu'on essaie de vous parler. Moi, je fais ce que je peux. Je suis persuadé que ma seule vidéo, qui n'attend pas à avoir des vues de 20 000 ou 40 000 personnes, mais je suis persuadé que ça va arriver à votre niveau. Et je sais de quoi je parle. Voilà. C'est au leader que je veux parler. Ressaisissez-vous. Il faut que vous vous ressaisissez. Il y a de la matière pour qu'on travaille de façon sérieuse. Laissez cette comédie dans laquelle vous êtes en ce moment-là. Il faut la laisser. Parce qu'Alassane Ouattara, il n'est pas fait pour plaisanter avec qui que ce soit. Il s'est battu pour le pouvoir. Ça l'a éprouvé lui-même. Il a eu son pouvoir. Il est prêt pour tout à conserver ce pouvoir-là. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir des informations. Hein. De là où nous on est assis ici, on a des informations. Comme en Côte d'Ivoire, on prend tout à la légère. Même si demain, par extraordinaire, vous pensez que Alassane Ouattara écoute beaucoup la France. Si la France lui intimait l'ordre de faire en sorte que Thiam devienne président de la République, il va le tenir tête. Parce qu'il s'est dit que même Gbagbo Laurent, qui n'a pas eu d'appui au plan international, a tenu tête à toute cette communauté internationale, ce n'est pas lui qui ne va pas le faire. Vous rêvez. Réveillez-vous. 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 En Côte d'Ivoire. Réveillez-vous. Vous perdez votre temps. Soit vous faites de l'opposition, ou soit vous êtes en mission. Et il faut qu'on, de façon claire, on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. On vous invite à faire un combat où vous pensez là, les autres sont des violents. Ça veut dire quoi? C'est qui les violents en Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent est violent? Si Gbagbo Laurent voulait la violence en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire allait devenir la Libye. Parce qu'en même temps que des gens jouaient les patriotes et qu'on sort, nous, on courait dans tous les sens pour pouvoir faire des marches par-ci, par-là et qu'on sort. Mais on avait des amis dans nos rangs qui étaient prêts à mettre en place des armées en Côte d'Ivoire. Et vous le savez très bien. Ils ont commencé à mobiliser les gens, les mêmes ont commencé à raconter des bêtises, non, machin, machin. Tous ces amis, pour finir, ces gens-là n'étaient même plus bien vus à nos niveaux. Ils ont été obligés de démanteler tous les jeunes qu'ils avaient en son temps mobilisés et tout. Je vais parler de Touré Zeguen. Hein? Je vais parler de comment il s'appelle, Charles Grogué. Des gens que nous, on a fréquentés. Alors, quand je dis que je sais de quoi je parle là, je sais vraiment de quoi je parle là. Les gens étaient prêts à mener la guerre. Même un ami comme, comment il s'appelle, Nyakba Rémi. Nyakba a toujours dit, écoute, Daïri, tout cette histoire-là va finir dans la guerre. Les gens perdent leur temps en Côte d'Ivoire. Quand nous on faisait toute cette clique de marche par-sous, Nyakba a toujours dit, tout ça là, c'est la comédie, ça va finir dans la guerre. Il faut préparer la guerre. Mais est-ce que les gens ont été entendus? C'est parce que foncièrement, Gbagbo Laurent ne voulait pas vraiment d'une sérieuse guerre en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faut éviter de dire n'importe quoi parce que l'histoire de notre pays, c'est une histoire récente.
Nous la connaissons tous. Comme vous, bon, vous étiez ceux qui étaient vraiment en vue. On vous a, après la guerre, vous avez été malmenés, c'est vrai, vous êtes partis. Mais ce qui s'est passé à Yopougon, ce qui s'est passé dans le pays, est-ce que vous avez vu dedans même? Ce que les rebelles, ce que les gens ont fait dans les villages, ce que les gens ont fait à Yopougon, vous avez été informés simplement, mais nous on a vécu. Il faut arrêter. Vous avez pris vos clics et claques, vous êtes parti au Ghana. Pour vous. Vous aviez des gardes du corps. Quand même on menait tout ce combat, vous aviez des gardes du corps. Vous aviez des gardes du corps. Et la grande population. Il faut arrêter, hein. Les gens ont souffert, hein. Voilà, donc laissez vos petits problèmes de personnes et puis mettez-vous ensemble pour travailler. Mettez-vous à côté de Gbagbo Laurent. Personne d'entre vous n'a souffert que lui. Et à cause de lui, là aussi, vous avez eu don. Donc ne croyez pas que vous avez travaillé forcément pour lui. Il faut forcément qu'on ne vous salue pas, on ne vous a pas reçu. C'est un gros problème. Ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Mais Gbagbo Laurent se fâche peut-être. C'est un être humain, il peut se fâcher. Il peut avoir son sentiment propre. C'est pour autant on va s'entre-déchirer, on ne peut pas aller à l'essentiel. C'est difficile, hein. En tout cas, ressaisissez-vous, hein. Il faut vous ressaisir. Il faut vraiment vous ressaisir parce que le pays a besoin que le combat soit mené. Et le combat, il sera mené. Voilà. On a encore tout le temps pour nous réconcilier, faire nos choses ensemble. On ne demande même pas à fondre forcément tous les partis politiques. Chacun peut mobiliser dans son secteur. Tout le monde sera dynamique et tout. Tout ça mis ensemble, on peut mettre en difficulté ce pouvoir-là. Mais les combats qui doivent être menés là, vous ne croyez pas que vous allez être dans vos conneries là, et puis demain la candidature de Laurent Gbagbo va être éliminée, et puis vous allez demander à Gbagbo Laurent de soutenir quelqu'un. Vous mentez. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Si on a mené le combat de Laurent Gbagbo ensemble, quand on a fini de mener ça, qu'on finit de rétablir Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qu'on finisse de faire de lui ce qu'on veut, que lui-même il se retire, qu'il dit soutenir telle personne, on le pourra. Gbagbo n'est pas sur la liste, on va l'enlever sur la liste. Et puis, dans vos petits calculs là, par votre façon d'ailleurs de faire, ça va encourager Ouattara à ne jamais mettre Gbagbo Laurent sur la liste, et puis nous on va vous soutenir. Vous rêvez, hein? Vous rêvez, hein? À ce jour, on n'a même pas mené de bataille. Je vois des gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux, tout ça. Quand la bataille va commencer, ça va être difficile, hein? Ça va être très difficile, hein? Voilà, donc, ça ne sert à rien de créer des palabres inutiles. On a encore le temps. Ce n'est pas encore arrivé très loin. On peut encore se réconcilier. Il n'y a pas de raison d'aller plus loin que ça. On peut encore se réconcilier, il faut qu'on se ressaisisse. Autant que nous sommes, il faut qu'on se ressaisisse pour aller ensemble. Voilà, dans ce combat pour lequel Laurent Gbagbo nous appelle. Aussi, je profite vraiment pour dire que il faut nécessairement que les Ivoiriens s'inscrivent sur la liste électorale. Parce que ça va être le piège dans lequel ils vont nous... le piège qu'ils vont nous tendre. Passer notre temps à faire des batailles pour inscrire tel ou tel ne sera pas inscrit, tout ça pour démoraliser les gens. Mais Alassane Ouattara, il est très malin. Il faut que chacun aille s'inscrire. Arrêtez cette histoire de quand vous donnez l'argent pour aller faire machin vos propres pièces d'identité. Arrêtez cette comédie-là en Côte d'Ivoire une bonne fois pour toutes. Un être humain, il doit être identifiable. Tu n'as pas d'extrait d'acte de naissance. Est-ce que c'est normal? Faites vos extraits d'acte de naissance. Faites-vous faire vos pièces d'identité.
On pourra toujours donner un coup de main. Mais on ne peut pas attendre que pour ta propre pièce, on puisse te demander pardon. On ne peut pas attendre même de te demander pardon pour que tu ailles voter. Je peux comprendre que tu peux être découragé. Mais un combat, ça se mène toujours comme ça. Il faut vraiment du temps. Voilà. Donc, il faut que vous allez massivement vous mettre sur les pièces. Apprêtez-vous le jour J. Il faut que chacun aille. On va aller voter. Il faut qu'on aille voter. Voilà. Donc, il ne faut pas vraiment baisser la garde. On a été trop humiliés pour se laisser distraire encore par ces choses. On n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour faire une revanche ou quoi que ce soit. Mais nous sommes persuadés que Gbagbo Laurent peut faire partie de ce pays-là plus loin que ça. Voilà, il peut faire partie de ce pays plus loin que ça. Ce n'est pas un pays divisé où même les gens ne peuvent même pas aller faire un seul meeting au nord. Là. On va nous parler de bilan. Quel bilan? Quel bilan? Bilan de diviser le pays en deux là. On continue de pomper les gens du nord contre ceux du sud et de l'ouest. Ça, c'est pays ça là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un magma qui va imploser un matin. Ça, c'est pas un pays. C'est un pays ça. C'est ça là, la démocratie qu'Alassane Ouattara a construit en 15 ans. Où les gens ne peuvent pas aller faire un meeting chez lui à la maison, ils courent partout. Dans tous les autres endroits là, c'est ça qui est démocratie là. On a fait élection législative. Lui, il a déjà un certain nombre de députés parce que les gens ne peuvent pas aller faire campagne chez lui. Et lui, il va aller courir chez les autres pour aller corrompre les gens. C'est ça qui est la démocratie? C'est ça là? C'est dans ça là que certains ne vont pas accepter que des gens comme Soro Guillaume, qui peuvent avoir une assise au nord là, nous on ne peut pas encourager ça. Mais ça ne va pas chez vous. Vous êtes normaux? Dans vos combats là, ça va pas vraiment dans vos têtes? Attends. Plus que jamais, nous sommes pour que ce nord-là, là-bas, là, il y ait des gens, des leaders d'opinion conséquents qui peuvent diviser cette base du RADP. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de logique. Et pourquoi nous, on n'avait pas mené ce combat-là? Ce n'est pas à nous d'ailleurs de le mener. Mais nous devons encourager toute force qui peut venir du nord. Parce que c'est une zone impraticable. C'est nous qui allons vous le dire. C'est nous qui allons vous le dire. Il faut arrêter.